Bon Bonjour, bonjour à toutes et tous. bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez, nous dire dans le chat si vous m'entendez? Hem, pour, qu'on s'assure que tout est OK au niveau technique. OK, super. Merci beaucoup pour vos réponses et merci d'être avec nous. Hem, alors, pour commencer, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, parce qu'on va pas donc je ne l'ai pas précisé, mais en fait, on ne vous entend pas. Mais on a quand même envie de savoir, d'où vous venez, quel type de photo vous pratiquez, donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter et avant de démarrer, on va faire quelques points sur, l'outil. Hem, je ne sais pas si vous connaissez, Livestorm, mais vous avez un onglet dédié, qui s'appelle «Questions» où vous pouvez, poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas pendant toute la présentation, tous les échanges à, poser directement vos questions dans cet onglet et quand il y a des questions, qui vous intéressent particulièrement, vous pouvez donc pour les questions des autres, vous pouvez aussi voter dessus, hem et nous, quand comme ça, à la fin, quand on aura le temps des questions, on pourra prendre les questions qui ont le plus de votes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et à voter pour les questions des autres. Et ensuite, là, il y a une seconde, Sarah a lancé un sondage. N'hésitez pas à répondre, c'est pour, aussi être en mesure de, connaître votre lien à la photographie de mode et cibler nos réponses et interventions, au plus proche de vos besoins. Alors, pour commencer, on va vous présenter un petit peu, le contexte de ce webinaire. Hem Elles font la donc c'est un webinaire qui est proposé par Elles font la culture. Elles font la culture, c'est une plateforme qui a vocation à réduire les inégalités de genre dans le secteur de la culture en commençant par, le secteur de la photographie. Donc la première version de la plateforme, c'est une plateforme de ressources à destination, des femmes photographes. Hem et aujourd'hui, on accueille, hem, donc Loïs Moreno et Laurence Révol, qui sont des photographes qui sont bien installés dans le milieu de la mode. Je vais les laisser se présenter, juste après. On est aussi en compagnie de Sarah qui est chargée de déploiement au sein d'Elles font la culture. Donc la mission de Sarah, c'est, de faire le lien avec les utilisatrices et de diffuser la plateforme au maximum. Et moi, je suis Lauriane, donc chargée de produit au sein de l'équipe Elles font la culture. Donc mon métier, c'est de comprendre au mieux les besoins, des nos utilisatrices et de faire évoluer la plateforme dans ce sens avec, Laurie, notre designeuse et Nadia, notre développeuse. Et donc la manière dont on fonctionne, c'est qu'on est ce qu'on appelle une start-up d'État, mais en réalité, on est, donc on est, public et on est, rattaché au ministère de la Culture et donc après, une première phase d'investigation durant laquelle on a pu interroger plus de 600 photographes. D'ailleurs, il y en a peut-être parmi vous. Si c'est le cas, merci, beaucoup d'avoir participé, à notre investigation. Hem, Tous les 6 mois, on est évalué lors d'un comité d'investissement durant lequel on présente des objectifs chiffrés pour répondre à un besoin qui est remonté du terrain. Hem et nos 3 missions clés, pour réduire les inégalités, c'est donc d'aider les femmes et les minorités de genre à identifier les opportunités professionnelles qui leur correspondent. Donc ça, vous retrouverez notamment sur notre plateforme un catalogue d'aides, privées et publiques, tout type d'aide et d'appel à candidature, des prix, des bourses, heu, auxquelles vous pouvez, candidater. Et notre deuxième mission, c'est de créer les conditions qui favorisent la mise en réseau et l'entraide. Donc là, typiquement, le webinaire s'inscrit dans cette logique-là et on a aussi, un groupe, d'entraide sur Facebook que vous pouvez rejoindre. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser le partage d'expériences, se rendre compte qu'on n'est pas seul face à certaines difficultés et créer au maximum des dynamiques, d'entraide, entre professionnels. Et notre troisième mission, c'est de rendre visibles les inégalités de genre auprès de l'écosystème de la photo, dans le but de faire, évoluer les choses, hem, dans le bon sens. Et petit mot pour vous rappeler qu'on est en amélioration continue. Donc ça, c'est notre troisième webinaire et vous recevrez un mail juste après, heu récolter vos retours et on est vraiment ouais, c'est hyper précieux. Merci pour celles et ceux qui prendront ce temps-là. Et là, on vous a montré, voilà, quelques images de notre plateforme, donc n'hésitez pas à aller naviguer sur ellesfonslaculture.meta.gouv.fr pour découvrir nos différents services.
Et avant de passer la parole à Loïs et Laurence, nous allons jeter un œil aux résultats du sondage et donc on constate que 42 d'entre vous ne connaissent pas du tout la photographie de mode, mais aimeraient se lancer. Donc 18 personnes. 18 personnes ont déjà des revenus liés à la mode, mais souhaitent développer leur activité, donc 42 et 15 donc 7 personnes ne s'intéressent pas particulièrement au secteur de la mode, mais sont là par curiosité. Merci beaucoup pour vos réponses et donc je passe tout de suite la parole à, Loïs et Laurence. Bonjour, je vais juste, du coup, vous poser la 1re question. En fait, Lauriane et moi, du coup, on va faire un peu comme, une discussion, enfin une sorte, d'interview de Laurence et Loïs. Donc on va déjà leur poser des questions. Vous pourrez leur poser des questions, bien sûr, ensuite, après. Mais nous, on va un peu faire comme si c'était une discussion et lancer des grandes, thématiques. Et du coup, moi, ma première question pour, vous, Loïs et Laurence, c'est de vous demander de vous présenter, un peu rapidement, de nous expliquer un peu votre parcours. Bien sûr, après, on va rentrer dans les détails, de tout ce que vous avez fait, mais si vous pouvez très rapidement déjà vous présenter. Je ne sais pas laquelle des 2 veut commencer, allez, Laurence, si tu veux bien commencer, Eh ben, bonjour à tous. Ah, je m'entends en écho. Ah Je m'entends mince. en écho. Attends. Comme je ne Est-ce que suis pas du tout une technicienne, quelqu'un dans l'assistance est-ce que tu peux réessayer si, par exemple, je coupe mon micro? votre série audio AirPod. Alors, est-ce que c'est mieux? Là, c'est bon? Ouais, c'est Oui, bon, il y a plus Laurence. d'écho. OK, c'est moi qui m'entends en écho. Heu, Tu t'entends bon, beaucoup en désolée, écho? je m'entends en écho. Est-ce Loïs, que tu veux te présenter? oui, Et j'essaye de régler mon problème, toute seule. OK, ça marche. C'est bon? Ouais, Yes, vous c'est m'entendez Oui. bon. bien, pas d'écho, tout va bien? Ouais. Bon, bonjour tout le monde, et puis, merci pour cette invitation. Je suis photographe depuis 8 ans. Je suis, franco-espagnole et et voilà, je me suis spécialisée dans la mode, on va dire, beaucoup enfantine. Bien qu'il y a aussi, je fais pas mal de femmes et d'autres choses. Mais je me suis vue là-dedans, je me suis vue prise dans un courant et puis j'ai suivi en fait, naturellement et voilà, ça fait 8 ans donc que je suis photographe. Anciennement, j'ai jamais fait d'études de photographie. J'ai fait des ateliers pour moi quand j'étais en Espagne, mais c'était surtout de l'argentique en fait à l'époque. Euh, et puis mon secteur dans lequel j'ai tout le temps évolué, ça a toujours été le secteur textile de la mode. Donc au final, naturellement, j'ai jamais hésité à aller vers ce type de photographie de mode parce que j'ai toujours fait ça au final. Et c'était un peu comme le pompon, quoi. Donc, c'est très cohérent au final dans mon parcours professionnel parce que même si j'ai pas fait d'études de photographie, bon, la photo, ça fait très longtemps que je la pratique de façon spontanée et par passion. Et au final, je l'applique dans un milieu dans lequel je suis très à l'aise, qui est le secteur de la mode, donc aussi bien dans la communication, voilà, c'est le dernier maillon de la chaîne au final. Voilà. Je suis OK. maman de 3 enfants aussi, j'habite à la campagne, enfin voilà. Voilà un petit peu résumé. Je suis désolée, il y a un truc qui me perturbe, j'ai le sondage en plein milieu de l'écran, je vois que ça et je ne sais pas comment l'enlever. Je vais l'enlever alors, je vais l'enlever. Ah super. Hem,
Est-ce que Laurence, ça fonctionne de ton côté? Coucou, je sais pas. Ah oui, là je m'entends normal. Et vous? Super, Ouais. on t'entend normal aussi, donc si tu veux te Ok, présenter, tu peux y aller. trop bien. Désolée Loïs, j'ai pas écouté ta présentation. Du coup, Pas de problème, tu me raconteras de nouveau. Non mais bien évidemment. on s'est déjà fait la présentation l'autre jour. Moi, je suis Laurence Revol. Je suis photographe depuis quelques années. J'ai migré vers la photo. En fait, c'était pas ma voie de départ. J'étais dans la com, j'étais directrice artistique. Et j'en avais un petit peu marre de la pub, donc j'étais vraiment reliée à tout ce qui était graphisme, identité visuelle, faire des logos, faire des affiches, tout ça. Et voilà, j'en ai eu marre. J'ai monté une boîte avec une amie qui est devenue mon associée, Anouche, où on organisait des séances photos en extérieur dans la rue pour les particuliers, et notamment pour les enterrements de vie de jeunes filles. Et donc à ce moment-là de ma vie, je n'étais toujours pas photographe. Je recrutais les photographes qui allaient shooter pour notre petite entreprise. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai pris un appareil et je me suis mise à faire aussi des photos pour cette petite entreprise. Et puis ensuite, j'ai été contactée par des marques pour me lancer en mon nom propre. OK, super. Et est-ce que vous pouvez, rapidement nous expliquer chacune comment vous l'avez un peu dit, mais comment vous avez eu du coup vos premières commandes et comment vous êtes arrivée à vous spécialiser? Par exemple, toi Loïs, comment tu as eu tes premières commandes et ensuite comment tu es arrivée à te spécialiser sur du coup l'enfant? J'ai le micro activé là? Ouais. Oui. Alors moi, je viens de l'époque, en fait, donc ça fait 9 ans qu'on est en France et avant d'être en France, j'étais en Espagne, donc à Barcelone et j'avais une agence de com. Je bossais déjà beaucoup avec les influenceurs, donc voilà, le vivier de l'influence, je le connaissais. Et quand on est arrivé en France, j'étais enceinte déjà de mon deuxième enfant, donc beaucoup de remises en question, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis vraiment investie sur le web, donc j'ai utilisé, voilà, j'avais déjà un blog que j'utilisais à l'époque comme une banque d'images. Et en fait, je me suis dit, OK, je vais vraiment écrire des articles et puis produire mon propre contenu. Et en fait, au final, ça a été une vitrine parce que mon blog, il s'est énormément développé. Je contactais les marques parce que j'ai aussi voilà, pendant très longtemps, j'ai été commerciale dans le milieu de la mode, donc j'ai aucun problème à démarcher. Même si on me dit non, c'est pas très grave au final. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai agrandi mon réseau et comme ça, la mode enfantine, elle est venue parce que certainement je suis maman et puis voilà, quand on commence à faire des photos, quand on est maman, on fait des photos à ce qu'on aime le plus passionnément. Donc c'est venu très naturellement. C'est un peu l'histoire pas du tout originale de plein de nanas qui se lancent dans la photo, mais voilà, c'est venu vraiment de façon très fluide. OK. Et toi Laurence, est-ce que tu as une spécialisation dans quelque chose en particulier? Et est-ce que dès le début tu t'es orientée, dans la mode ou est-ce que tu as commencé par autre chose? J'ai commencé, donc, comme je le disais, à prendre en photo des femmes à travers ces enterrements de vie de jeunes filles, donc qui n'étaient pas des modèles, qui étaient des personnes lambda comme vous et moi. Et ça a été un terrain merveilleux d'exploration et un terrain de jeu en fait où j'ai pu faire mes armes là-dessus. Et en shootant des femmes, quelque part, j'ai été contactée par des marques qui valorisent l'image de la femme. Mais mon premier shoot, c'était pour une marque de chaussures pour la campagne de, je sais plus, printemps-été de je sais plus quelle année, 2016 je crois, de Mellow Yellow. Donc c'est comme ça a été mon premier gros shoot. Et après, il y a eu aussi
c'était même avant ma rencontre avec Lisa Gachet, Make My Lemonade, qui a sa communauté et qui a aussi permis, je pense, d'avoir d'autres formes, d'autres marques qui étaient un peu dans le même ADN qu'elle. Je n'arrive pas à terminer cette phrase. T'inquiète, pas de souci. Voilà, donc c'est des rencontres, c'est un premier shoot avec cette marque de chaussures qui m'a fait confiance alors que j'étais un petit baby qui partait avec un seul boîtier pour shooter. Et je pense aussi des belles rencontres comme Lisa. Ok. J'ai une autre question pour vous deux. On peut commencer par toi, Loïs. Est-ce que la commande mode représente 100% de tes revenus ou est-ce que vous avez encore besoin de diversifier et faire d'autres types d'activités, d'autres types de shooting pour pouvoir en vivre, par exemple? Non, je fais 100% mode. Ouais. Ok. Parce qu'on a souvent le cas où des photographes commencent par le sujet qu'ils aiment, mais ils sont obligés de faire d'autres choses qu'ils aiment moins à côté pour pouvoir en vivre. Alors Ok, au début, ça- personnellement, juste un petit truc, c'est au début, je proposais des séances famille. J'ai jamais voulu faire de mariage, ni trop creuser dans le perso, enfin les particuliers, mais juste les séances naissance, c'était c'était très doux, c'est quelque chose qui m'apportait énormément, artistiquement et personnellement. Mais après, enfin voilà, là, honnêtement, ça fait des années que non, j'en fais quasiment plus, quoi. Ok. Et une autre question pour toi, Laurence. Est-ce que tu démarches tes clients ou est-ce qu'ils viennent naturellement à toi? Est-ce qu'il y a quand même une partie de commerciale un peu où il faut aller du coup démarcher des clients, notamment les marques avec lesquelles on a envie de travailler? Et est-ce que vous avez aussi un enjeu fort à ensuite fidéliser vos clients? Quelle est un peu votre relation avec vos clients? Ça m'arrive de draguer quelques marques sur Instagram. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que parfois on est prise dans le flux des mails qui arrivent avec des beaux projets, donc on les accepte. Mais effectivement, il y aurait un intérêt à aller chercher des marques qui ont des valeurs proches des miennes, par exemple, pour aller un peu plus loin. Mais parfois, on n'a pas forcément. On est tellement dans l'engrenage des shoots, entre guillemets, qu'on pense pas forcément à ça. Mais je trouve que ça bien d'aller chercher des clients, ouais, de faire un petit coucou, de dire voilà, j'aime beaucoup votre travail, on a des univers assez proches, on pourrait travailler ensemble. Ça je l'ai déjà fait et c'est assez cool de faire ça. Super. Et toi aussi, Loïs, est-ce que tu as commencé en allant démarcher un peu des marques? Est-ce que tu le fais encore? Alors c'est un peu pareil que Laurence, en fait. Au début, ben, je démarchais, en fait, pas vraiment pour des... Non, en fait, j'ai pas vraiment démarché. Jamais. C'est une fois que j'ai été publiée, enfin voilà, avec Milk, on avait eu plusieurs parutions et pendant une longue période, j'avais des mentions très régulières chez Milk Magazine et en fait, rien que ça déjà, c'était suffisant pour remplir mon agenda et pas nécessairement exploser mon agenda, mais en tout cas remplir suffisamment de dates qui à moi me convenaient. J'étais déjà maman de 3 enfants, plus la photo, voilà, j'avais pas besoin non plus de 300 milliards de shooting, mais donc voilà, en fait, au final, j'ai jamais démarché, mais comme dit Laurence, ouais, ça m'arrive d'avoir un coup de cœur sur Instagram et de voir une marque que j'adore. Et souvent, je le fais quand je vois que, par exemple, la marque, je peux personnellement apporter quelque chose à cette marque parce que si je vois que, par exemple, elle a des superbes photos, elle travaille avec des photographes qui sont canonissimes et que je défile et qu'il y a déjà plusieurs campagnes où c'est le même photographe, bon, je comprends bien que voilà, ces gens-là, ils ont déjà leur habitude et que c'est très bien. Mais quand je vois des marques où il y a un vrai potentiel et que
de suite, j'aimerais trop leur proposer quelque chose de sympa, ben ouais, il faut pas hésiter. Enfin, moi perso, quand j'ai le temps, ouais, parce qu'après le problème Instagram, c'est que ça se noie dans les messages et puis on se souvient plus. La marque, elle te répond au bout de 10 jours et tu dis mais c'est qui ça? Mais voilà, c'est un peu ma technique aussi, ouais. OK. Et est-ce que Laurence, toi, tu travailles souvent avec les mêmes entreprises, enfin les mêmes marques, pardon? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est des shoots différents ou tu as quand même, un peu une saisonnalité, des clients qui te rappellent pour chaque saison? Il y a des clients avec qui c'est très régulier. Je parlais de Lisa Gachet tout à l'heure, même si elle change de photographe, mais elle fait beaucoup de shoots dans l'année, donc voilà, on collabore régulièrement. Et il y a d'autres marques aussi avec qui c'est le cas quand ça se passe bien et on est une super équipe. Tu parlais de fidélisation tout à l'heure. Alors, je n'ai jamais pensé à trouver comment fidéliser en envoyant des cartes de vœux, des chocolats ou je sais pas. Mais ça se fait naturellement, en fait, je pense, la fidélisation avec certains clients. Mais après, c'est bien d'ouvrir aussi, je pense, à peut-être aussi pour se challenger, faire des choses qu'on a moins l'habitude de faire, rencontrer d'autres marques pour voir aussi un peu ce que tu disais, Loïs, comment leur apporter quelque chose dans un univers qu'ils ont, où on sent qu'il y a un potentiel matchable entre nous, Ouais. et voir ce qui est inventé ensemble. Moi, au début, je me souviens, j'envoyais des cartes de vœux à Noël. Mais c'est bien. Et ça marchait bien alors? J'envoyais des cartes de vœux, tu vois, les bureaux de presse, les magazines, les agences, des marques avec qui j'avais collaboré, parce que et encore aujourd'hui, je trouve que c'est une attention qu'on me remercie pour voilà, tout cet engrenage qui m'a permis aussi à moi d'avoir du travail. Là, ça fait quelques années, je le fais plus parce que tout simplement, j'ai même plus le temps en fait. Mais j'aimerais bien. Mais ça, par exemple, ça peut être une technique aussi de, tu vois, de démarchage, non, mais de hey, coucou, je suis là. Ouais. Voilà. Et du coup, Loïs, tu dis, on ressent chez vous deux que vous n'avez pas beaucoup de temps, que c'est très dynamique, très actif. Est-ce que Loïs, est-ce que tu travailles avec un agent de photographe ou est-ce que tu as déjà pensé à cette option? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Quel est votre rapport avec les agents de photographes? Parce qu'on voit beaucoup que quand ils n'ont plus le temps, les photographes passent par des agents. Alors, j'ai jamais travaillé avec un agent. Je n'ai pas d'agent. Ça fait déjà plusieurs années que je réfléchis à ça, justement. Et à un moment donné, j'en ai cherché. Il y a genre 4 ans ou 5 ans, j'ai cherché des agents. J'en ai rencontré, j'ai proposé mon travail. J'en ai rencontré 2. Et il y en a un qui voulait travailler avec moi. Mais en fait, au final, moi, j'ai fait marche arrière parce que je pense que l'agent, c'est un peu comme une extension du photographe et j'ai une façon d'être et j'aime beaucoup ma liberté, j'aime beaucoup être très indépendante et j'ai l'impression qu'avoir un agent, ce serait comme papa, maman à qui je dois donner des explications. Alors peut-être c'est complètement faux, mais aujourd'hui, oui, pour la surcharge de travail, je me dis peut-être serait bien d'avoir moins de travail, peut-être ça me permettrait d'accéder à d'autres typologies de clients avec des forfaits, des tarifs beaucoup plus élevés, ce qui me permettrait de souffler et puis d'avoir un rythme plus zen, de travailler moins. Je sais pas, peut-être je me fais des films, mais en tout cas, j'ai des amis photographes qui ont des agents. Et honnêtement, ça dépend beaucoup. Si on est le dernier arrivé dans la liste, généralement, tu restes quand même avec tes petits clients et ça se fait pas automatiquement. Donc au final, je sais pas, c'est une question qui reste là et on verra en fait. Et toi, Laurence, est-ce que tu penses un peu la même chose ou est-ce que toi, tu travailles avec un agent? Alors non, je travaille pas avec un agent. Je suis assez partagée comme Loïs sur cette idée de l'agent. Moi, l'agent, il m'aiderait surtout pour mes mails parce que j'ai
Je C'est suis ça. une ghosteuse professionnelle sur les mails, c'est terrible. J'ai un délai de réponse entre 4 à 6 semaines, je pense. Donc, moi, je perds des clients. Non, mais c'est une catastrophe. Mais donc, l'agent, je pense qu'il pourrait vraiment m'aider à ce OK. niveau-là. Et même aussi, parfois, quand je travaille quand j'ai un shoot relié à de la publicité, il y a une agence de pub entre. Là, j'avoue que clairement, l'agent pourrait m'aider Ouais. à gérer Ouais. ce qui se passe en direct avec l'agence de pub. Pour un créatif, c'est parfois un petit peu dur. Voilà. Donc, je suis un peu partagée. J'aime mon indépendance aussi. Mais voilà, je réponds un peu aux mails quand, quand je suis disponible émotionnellement et tout ça. Donc, OK, donc c'est voilà. ça Mais en marche. agence, ça peut être cool, ouais. Et une petite question pour rentrer un peu plus, dans les détails et dans le vif du sujet. Peut-être un peu on peut aborder, sans donner de chiffres, tout ça, la question des tarifs. Comment, par exemple, Loïs, tu arrives à négocier un tarif qui est juste pour toi? Ou alors justement ne pas trop le faire négocier ton tarif et comment ça se passe un peu, j'ai l'impression que c'est un milieu où il faut quand même, savoir s'imposer et du coup, comment vous arrivez à vous en sortir au niveau des tarifs? Ben, justement, l'autre jour, on en parlait avec Laurence et je pense que c'est le sujet problématique du métier de photographe, c'est que c'est un flou total. Donc, quand on se lance, c'est un mystère absolu. Comment je vais fixer mes tarifs? Il n'y a rien qui nous aide. Il n'y a pas de barème, il n'y a rien du tout. C'est totalement, on est vraiment livré à nous-mêmes en fait. Comment tarifer ça? Donc, au début, on commence bas, c'est normal. Et après, en fait, je pense que les tarifs, vu qu'il n'y a rien qui est réglementé dans ce secteur-là, parce que au final, on parle de quelque chose artistique. Donc, il y a une certaine logique à qu'il n'y ait pas de réglementation. Et dans un autre sens, ça nous perturbe parce que quand on commence, on ne sait pas quelle est la valeur de notre travail. Et au final, je pense que cette valeur-là, c'est uniquement le temps qui va la donner. Comment on va le savoir? C'est-à-dire que si on a des clients qui viennent vers nous, on a des demandes, ça veut dire que notre travail plaît. Donc, à un moment donné, si on se retrouve comme un petit hamster dans une cage à courir dans tous les sens, à accepter des commandes, il faut arrêter, stop, et se poser la question, en fait, là, il y a un vrai intérêt pour mon travail, donc ce serait bien peut-être de donner une valeur à ce travail-là et d'arrêter de travailler pour des clopinettes au final. Donc, première question à se poser, combien je veux gagner? Voilà. Pour moi, ça, OK, c'est la base un peu de la réflexion du tarif. OK. Est-ce que Laurence, tu veux ajouter un petit truc par rapport à ces questions des tarifs, justes? Bah, oui, c'est ce que disait Loïs, c'est toujours hyper compliqué, surtout en début de carrière. Et après, petit à petit, on a confiance, on est de plus en plus sollicité. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'on peut sentir, reconnaître sa valeur si on ne l'avait pas déjà perçue auparavant. Et s'entourer de personnes comme son comptable ou d'autres amis photographes, essayer d'échanger avec eux pour avoir connaissance de choses qu'on ignore. Après, je trouve que c'est très important, c'est les droits. C'est de bien différencier ses honoraires. Donc, la journée de shoot, combien je vaux en cette journée où j'ai shooté. Et après, il y a la post-production. Je vais passer du temps à éditer mes images, les retoucher. Et ensuite, derrière, où vont aller ces images? Et ça, c'est vraiment primordial. C'est quel est le périmètre? France, Europe, monde, quelle est la durée d'utilisation de ces images et quels en sont les usages. Est-ce que c'est juste les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être dans le métro? Et les droits, il faut bien les différencier des honoraires qui est juste la journée où je vais shooter. Oui, c'était ma question d'après. On a Ah, l'impression pardon. qu'il y a un peu une non, non, mais c'est parfait. On a l'impression qu'il y a un peu une méconnaissance un peu du côté des clients vis-à-vis des droits. Est-ce que du coup, vous avez l'impression que pour vous, c'est un peu un combat, ces cessions de droits d'auteur ou est-ce que vous arrivez bien à les faire, appliquer? Je sais pas si Loïs, toi, ton rapport avec la cession de droits? Non, non, les cessions de droits, ça a été en fait très rapidement mis en place.
Et très rapidement, en fait, je faisais mes devis avec des tiroirs, donc vraiment, voilà, bien différencier la prestation de prise de vue, le temps de retouche, comme disait Laurence, et ensuite les droits d'auteur. Au début, on met un peu One Gonna Fly, c'est-à-dire que les droits d'auteur, on dit bon, ok. Voilà, grosso modo, utilisation. Et puis après, bon, ben voilà, en fait, quand on le fait tout le temps, on s'intéresse. Là, je lis dans les commentaires qu'il y a des barèmes UPP, mais des barèmes UPP, ouais, pour les droits peut-être, mais pas pour la prestation de prise de vue, par exemple. Je sais pas trop. Hein, j'avoue que j'y suis allée vaguement il y a longtemps. Et puis finalement, bon, ben voilà, tu décroches parce que pareil, là j'ai ça, enfin tout ça. Je trouve que c'est compliqué, c'est pas facile en fait. L'information, elle n'est pas accessiblement fluide, facile, simple à digérer. On dirait que c'est vraiment un parcours. À la fin, on dit bon, ok, donc droit d'auteur, tout simplement. Voilà, il faut déterminer quel type de client. C'est pas pareil que ce soit un petit créateur qui va te contacter que ce soit je sais pas moi, un H&M ou un Zara, quoi. C'est pas la même chose. Donc Ok. voilà. Et pour continuer un peu sur les choses un peu compliquées et tout ça, est-ce que vous pouvez juste nous dire rapidement, toutes les deux, sans forcément trop rentrer dans le détail, mais quel statut juridique vous avez? Est-ce que vous êtes une entreprise, auto-entrepreneur, artiste-auteur? Juste pour. Après, chacun peut avoir sa structure, mais c'est juste pour avoir l'info. Moi, je suis auteur et je suis en entreprise individuelle. Ok. Ça Pareil. Pareil. Je suis à l'AGSA et je suis artiste-auteur en entreprise individuelle. Pareil. Ok, super. Ça n'existe plus l'AGSA, Loïs? Oui, ça a dû changer de nom, je crois. Ouais, ça a dû changer de nom, mais arrête. Comment ça? Je sais pas. Ah ouais? C'est vrai? Bah oui, c'est l'URSSAF qui a Oui, récupéré l'URSSAF, les maisons des voilà. artistes et l'AGSA. Mais, Ouais, mais c'est pas mais t'es ça. auteur, t'es photographe-auteur, en tout cas. Oui, voilà. Est-ce que. Alors, moi, je vous ai plus posé des questions un peu business. Et du coup, Lauriane, elle va plus vous poser des questions un peu pratiques sur comment ça se passe vraiment pendant un shooting, comment ça se passe sur place. Du coup, je file la main à Lauriane, mais merci déjà de m'avoir répondu. Et on répondra ensuite aussi aux questions des participantes. Oui, alors merci Sarah. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire un shooting type? C'est quoi votre organisation en amont, pendant et après? Si vous avez des conseils particuliers à donner sur ce point-là. Vas-y, Laurence. Alors, un shooting type. Alors moi, je fais pas de mood board, de planche d'inspiration. J'ai besoin que ce soit bien cadré à l'avance avec mon client, c'est-à-dire où est-ce qu'on va shooter. Ça, c'est très important. Mais globalement, la plupart de mes clients le savent. Moi, j'ai besoin qu'on me donne les clés et qu'on me dise « Vas-y, t'as carte blanche ». En fait, pour moi, ça doit être cadré et je dois pouvoir improviser dans ce cadre. C'est ça qui est primordial pour moi. Voilà, c'est un peu comme ça que je shoote. Et l'inspiration va venir sur le moment avec la palette d'outils que j'ai. Donc, est-ce qu'on a un set designer? Est-ce qu'on a quel est l'environnement? Est-ce qu'on est à l'extérieur? Qui sont mes modèles? Donc, c'est vrai que j'aime bien savoir à l'avance, connaître le casting. Et voilà, c'est à peu près ça mon process de shoot. Ok. Et Loïs, est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus? Merci beaucoup, Laurence. Alors, moi, je parle beaucoup avec la marque avant le shoot pour bien comprendre ce qu'elle a en tête, en fait. Et puis après, voilà, je prends le temps aussi de bien regarder l'univers de la marque. Ça commence par le logo. Enfin, c'est tout bête, mais toute la partie esthétique, est-ce que vraiment je suis à l'aise avec ça, quoi? Et après, je m'investis énormément aussi dans toute la partie artistique, la direction artistique.
je m'implique énormément. Dans les castings aussi, on le fait ensemble. Ça, je parle dans les petites structures où la créatrice, elle est en lien direct. Après, si je travaille avec une équipe qui est déjà structurée et qui a déjà son DA et tout ça, je m'investis quand même beaucoup aussi parce que le DA, il a besoin quand même d'être très en lien avec le photographe. Donc, il y a moins de charge mentale dans le sens où c'est plus structuré qu'avec une petite créatrice. Mais l'investissement, c'est le même au final. Merci beaucoup. Et quelle est la place d'Instagram pour vous dans la promotion de votre travail? Je ne sais pas si Loïs, tu veux continuer sur cette question? Alors moi perso, en fait, le truc, c'est que moi, je suis sur Instagram depuis très très longtemps parce que j'avais mon blog à l'époque et du coup, je l'utilisais pour relayer mes articles blog. Après, à un moment donné, Instagram a pris le dessus sur le blog. Donc, je me suis retrouvée à créer du contenu pour le blog. Et quand j'ai vraiment commencé à faire de la photo et avoir des projets que j'avais vraiment envie de montrer, au début, j'ai jonglé sur le même compte Instagram. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à l'aise parce que sur mon compte personnel, je m'exprime moi personnellement. Il y a mes enfants, enfin il y a ma vie. Du coup, à côté, une nana en soutif, c'était pas très. Enfin, moi perso, j'étais pas très à l'aise. Donc, du coup, j'ai créé un autre compte Instagram que j'alimente de façon très aléatoire et je suis pas du tout rigoureuse, rien du tout. Mais j'avoue que Instagram, je pense que 90% de mes clients viennent via Instagram à moi, perso. Instagram, Milk, et puis après le bouche à oreille, les marques qui parlent entre elles, quoi. Super intéressant, merci beaucoup. Est-ce que Laurence, tu as envie d'ajouter quelque chose ou... Oui, Instagram, moi, je pense que c'est très important de... Loïs, elle est tout le temps sur Instagram. Moi, j'ai disparu pendant presque un an. Donc, mais effectivement, c'est un canal par lequel on a nos clients. C'est évident et c'est pour ça que c'est aussi très important. Je pense, peut-être que c'est une question qui viendra plus tard, mais quand on livre nos images à la marque, ça, j'ai toujours un petit pavé où j'explique à la marque que elle doit me créditer sur les réseaux sociaux, de quelle manière elle doit me créditer, pour pas aussi que les images disparaissent dans les méandres d'Instagram et qu'on les subtilise en fait. Donc être cité en tant qu'auteur, c'est ça aussi qui fait sur Instagram que d'autres marques vont nous contacter. Et que c'est un réseau essentiel pour nous en tant que photographes. Et donc pour ça, oui, tu disais que tu fournissais des éléments un peu pédagogiques à tes clients pour t'assurer que ces droits-là sont bien respectés, quoi. Mais oui, bien sûr. Et même, je dis vraiment que en tant qu'auteur, on reste propriétaire de nos images. Donc Instagram n'est pas une banque images dans laquelle chacun peut puiser à sa guise. Et c'est vrai que si parfois je vois une image par hasard où mon nom n'est pas cité, je vais contacter la marque, je vais dire que c'est pas possible. Et après, avec mes clients, quand j'ai rendu mes images, je leur dis aussi qu'ils ne peuvent pas modifier la chromie, le cadrage, que ça, en fait, c'est le regard de l'auteur. Et si ce n'est pas modifiable. Donc je suis assez dictatrice sur ce coup. Je suis vraiment, ça me met vraiment en colère en fait. Donc, parce que certainement ça t'est déjà arrivé moi de livrer toutes ces informations là. Ah mais tellement de fois. Donc maintenant je livre mon petit pavé et puis j'explique oui de façon pédagogique effectivement que je suis aussi joignable si le pavé était indigeste. Mais en tout cas oui il faut le faire, c'est sûr. Ouais. Très clair, merci beaucoup. Et j'ai plein d'autres questions, mais je vais en poser une dernière parce qu'on va passer. Il y a aussi beaucoup de questions dans le chat, donc juste une dernière rapidement. Quels conseils donneriez-vous à des photographes qui souhaitent développer leur activité dans la mode? Est-ce qu'il y a des us et coutumes à maîtriser pour évoluer dans ce secteur ou des points de vigilance à avoir en tête? En somme, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir pour gagner du temps?
C'est qui répond là? Ça peut être Loïs puisqu'on a, Allez. ah non, Laurence parce qu'on avait fait l'inverse juste avant. Bah, Laurence, Non, non, mais moi, là, c'était déjà un tips que je vous ai donné. Je pense que ça, c'est clair. Les droits d'auteur aussi, ça, c'est hyper important. Ouais. Et l'autre point, je dirais, c'est que quand on commence à parler avec un client qui veut travailler avec nous, on a l'impression que c'est bien parti. Parfois, on peut passer du temps au téléphone à parler du shoot. Et au final, pour X raisons, j'en sais rien, le shoot va être annulé, ou alors ils vont prendre un autre photographe, et on aura déjà donné un peu de DA par téléphone. Donc, on va dire le conseil que je donnerais, c'est à partir du moment où le client valide votre devis, c'est de demander 30 ou 50% à la signature du devis, en fait. Voilà. Comme ça, je passe pas du temps pour rien au téléphone avec un client qui va disparaître pour X raisons. Et voilà, ce temps-là, on l'aura consacré pour rien. Donc, c'est dommage. Moi, qu'est-ce que je pourrais donner? Peut-être des choses un peu bêtes, mais techniques, un peu chiantes. Mais par exemple, le choix de l'objectif, quand tu commences à travailler. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je m'étais fait conseiller et on m'avait vendu un 100 mm macro. Là, c'est genre, tu vois, aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, enfin voilà. Et juste, après, il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur, voilà, de toquer les portes comme on a dit tout à l'heure, d'univers, de marques, de projets qui nous emballent. Et si on a un non, c'est pas très grave. Il y en a énormément. Et un truc très très important, il faut pas se dire que ouais, mais parce qu'en fait, un des problèmes, Instagram, c'est super, hein, c'est génial, les réseaux sociaux, tout ça, ça nous facilite énormément la tâche, puisque ça a permis à énormément d'artistes d'émerger et de montrer son travail de façon gratuite à des milliers de personnes très rapidement. Mais il y a aussi la contrepartie, c'est qu'on a tendance à voir le travail des autres d'une façon quotidienne et donc à complexer énormément. Et là, on se dit, mais j'arriverai jamais. Et en fait, si, on peut arriver, chacun a son style, chacun est unique et en fait, il faut savoir qu'il y a des clients pour tous, vraiment. Il y a énormément de marques, énormément de projets tout le temps. Il y en a qui se ferment, qui finissent, mais il y en a d'autres qui ouvrent derrière. Donc vraiment, moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, à travailler sur son propre univers. Et le reste, en fait, vient de façon naturelle. Très juste. Bravo, Loïs. Oui, c'est vrai. Merci, Loïs. Avec plaisir. Du coup, je pense qu'on peut passer aux questions des participantes. Est-ce que ça te va, Lauriane? Oui, Ok. carrément. Parce qu'il y en a beaucoup. Ça va être dur un peu de choisir. Donc, si vous voulez, vous pouvez voter pour les questions que vous préférez. Je vais vous lire celles qui ont... les participantes peuvent voter pour les questions. Comme ça nous aide à les choisir. Alors, pour toi, Laurence, quelle est la part de vos projets perso, par exemple pour vous développer, tester des nouvelles choses dans votre travail? Est-ce que c'est un peu tous les mois ou c'est à des périodes données dans l'année? Ou est-ce que tout court, est-ce que tu as le temps d'en faire? J'ai l'impression que ma vie pro et ma vie perso n'est pas très délimitée. Bien sûr, il y a la commande et il y a le shoot qui va me rémunérer, et on va dire que le projet perso, c'est faire des choses pour soi. Mais je suis tout le temps avec un appareil, même quand je shoote pas pour une marque. Donc, je me dis pas, tiens, là, je me ferais bien un petit projet perso. Peut-être que ça m'aiderait à cadrer plus mon projet perso. Mais globalement, le perso et le pro, en fait, même mon Instagram, ça fait très longtemps que je n'ai pas publié, mais il n'y a pas beaucoup, finalement, il y a beaucoup de perso aussi dans mon... Oui. Voilà, c'est pour dire que tout est mélangé. Et Loïs, est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus sur l'équilibre entre projet pro et projet professionnel et personnel? Aussi par manque de temps, j'arrive pas, j'aimerais faire plus de choses, mais
Par exemple, alors déjà le perso, au quotidien, quand il y a des choses qui m'animent, je prends l'appareil photo. Et ensuite, j'essaye de faire au moins 1 ou 2 éditos par an, on va dire, et de sortir un peu de ma petite bulle et de me mettre vraiment en avant par rapport à la saison, savoir que le magazine, il y aura besoin des photos hyper tôt. Donc tout ça qui est bien relou en fait. Mais après, artistiquement et créativement, je trouve que c'est cool aussi de pouvoir travailler avec une équipe en dehors d'un schéma commercial. Juste pour le fun, avec une styliste qui va s'éclater, avec une coiffe Mac qui va s'éclater. Imaginer un lieu, de faire une DA qu'on a envie de faire, sans avoir aucune contrainte financière derrière. J'aime bien. Et puis, j'aimerais bien faire une expo un jour, j'aimerais bien faire un livre, j'aimerais bien faire plein de trucs. Mais les projets, c'est la vie, donc ils sont là. Et une question qui intéresse beaucoup de participantes, c'est, est-ce que, donc on va vite commencer par, on va continuer avec toi, Loïs. Est-ce que vous avez accepté des pro bono, pour vous développer? C'est quoi Heu des pro bono? Des pro bono, c'est, c'est des partenariats où, on vous rémunère en visibilité et pas en Ah, mais bien sûr, évidemment. Au enfin, du coup, début, vous en n'êtes tout pas cas. rémunérés en argent, quoi, donc c'est Au début, c'est un peu la base je pense, hein, perso, que c'est un peu la base du business du photographe parce que un photographe, c'est pas un métier où, demain je commence à bosser, à 8 heures, je suis devant mon bureau et clac. Non, un photographe, quand est-ce qu'il commence à bosser réellement? Quand le premier client le démarche. Mais pour ça, en amont, il a fallu faire énormément de photos et puis communiquer sur son travail. Donc forcément, il y a tout un intérêt à travailler de façon, un échange de bons procédés qui va nous apporter aux deux. Et puis, c'est la façon, en tout cas, de se rendre visible. Sinon, comment on fait? Si on encaisse direct, on peut pas. En fait, pour moi, hein, je pense qu'il faut gagner la confiance du client. Il faut qu'il voit notre travail. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que, moins d'être un artiste et de faire des trucs complètement perso, enfin individuels, qui n'ont rien à voir avec le milieu commercial. Mais du coup, là, on ne parle pas de photographie de mode pour des marques alors. OK. Oui, c'est clair. Moi, j'ai une petite question par rapport à quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est une question de Flora par rapport à la post-production et l'editing. On n'en a pas trop parlé, mais est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous faites toute seule ou est-ce que vous passez par un spécialiste? Comment vous gérez un peu, votre editing? Est-ce que tu veux commencer, Laurence? Oui, oui, non, c'est pas quelque chose que je délègue, je le fais toute seule, avec, avec un logiciel qui s'appelle Lightroom. Non, mais je suis tellement vous m'avez vu au début avec le son de mes écouteurs, j'étais en crise cardiaque. Donc, c'était compliqué pour moi d'arriver jusqu'à Lightroom, même si voilà, tous les photographes travaillent sur Lightroom ou sur Capture One. Changer de logiciel, par exemple, ça serait compliqué pour moi. Mais tout ça pour dire que oui, je fais mon editing, je fais ma chromie, et c'est même un moment que j'apprécie énormément, en fait, de trier mes photos, de trouver l'image qui va vraiment m'interpeller. Donc ouais, ça, je le délègue pas, en fait. Non, je le fais. Et toi Moi aussi? aussi, je le fais. Moi aussi, je le fais, mais ça m'est arrivé de travailler avec des clients où j'ai pas fait la post-prod. Il y a un petit coup de stress parce que tu te dis c'est quand même ton travail, donc il faut qu'on arrive à reconnaître tes images et la colorimétrie, c'est quand même un peu le squelette après, enfin à côté de ton regard, après non, avant ou avec. Mais bon, il y a aussi une partie géniale, c'est que quand on dit fini, le shooting est fini, tu sais que tu rentres chez toi, c'est fini quoi. Et là, il y a une espèce de sentiment de punaise, c'est trop bien. Donc ouais,
Mais par contre, ouais, c'est une chose qui est quand même assez compliquée de déléguer. J'ai essayé l'année dernière où je me suis retrouvée dans un tunnel de fou, à devoir rendre des shoots sans avoir le temps parce que j'ai enchaîné les shootings. Et donc, il y a eu énormément de personnes qui m'ont proposé leur service, mais au final, quand je me suis vue face à la situation, je me suis dit, mais en fait, comment je fais, quoi? C'est impossible, à moins que la nana ou le mec qui soit là à côté de moi dans mon ordi et qui voit comment je travaille. Et voilà, j'arrive pas à déléguer cette partie-là parce que c'est quand même, il y a un énorme enjeu, quoi. Ok, merci beaucoup. Lauriane, tu voulais qu'on reparle d'une autre question encore? On a le temps? Oui, Encore. alors je crois qu'on l'a déjà traité, mais si jamais vous voyez d'autres choses à dire, comment vous gérez et facturez les droits de cession d'utilisation pour les marques? Si vous avez des choses à ajouter là-dessus ou elle intéresse beaucoup de participantes. Ben, vas-y. C'est ce que tu disais, Loïs, parce que c'est tombé sur cette question tout à l'heure. C'est toujours hyper compliqué de définir des droits d'auteur. Si vous avez un comptable qui est spécialisé avec les photographes, vous pouvez lui demander s'il a une idée des tarifs. Après, on peut se faire entourer aussi. Moi, j'ai une amie qui est dans la pub et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup coachée aussi pour m'aider à définir un tarif. Et après, c'est aussi ce que tu disais, Loïs, par rapport aux clients qu'on a. On va pas facturer la même chose si c'est un petit créateur, si c'est une grosse machine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très important de bien différencier donc ces honoraires des droits d'auteur, puisque les images, si elles sont reconduites pendant 5 ans, c'est bien que votre travail soit... ce sont des droits à l'image, donc droits d'auteur, pardon, donc ça a une valeur. Exactement. Ok. Et toujours sur la partie facturation, est-ce que ça vous arrive que la DA soit à votre charge? Il y a beaucoup de questions par rapport à la DA. Est-ce que des fois, c'est vous qui la gérez? Du coup, est-ce que vous la facturez ou est-ce que c'est inclus dans votre prix global? Ou est-ce que la plupart du temps, c'est pas vous qui gérez la DA? Loïs, si tu peux nous donner un peu tes petites La aides. DA, effectivement, je la facture à part parce que pendant très longtemps, je ne facturais rien, mais je me rendais compte que je passais énormément de temps. Donc, à un moment donné aussi, ça, quand on se rend compte que ça commence à devenir chronophage et que on passe 2 heures au téléphone dans un premier rendez-vous et ensuite on cherche des idées et la marque nous sollicite pour tout et n'importe quoi, pour nous demander qu'est-ce que t'en penses de ça, qu'est-ce que t'en penses de ci. Bon, à un moment donné, là, il faut se dire, bon, mais en fait, ça, c'est vraiment de la direction artistique, je suis en train de la driver, donc ça, il faut le facturer. C'est une prestation qui se facture. Donc, je la mets. Alors, ça, pour le coup, dans un devis, autant la prise de vue, les retouches et les droits d'auteur, c'est indissociable, même si chaque tarif a sa ligne. La direction artistique, c'est optionnel parce que si je vois que le client il a déjà une idée bien travaillée et que en fait il veut juste avoir mon regard et puis après ça se fait, on fait toujours un peu de DA, c'est un peu inévitable, mais il y a quand même un degré d'investissement mineur. Quand moi je facture la DA, je vais travailler sur un mood board, je vais vraiment m'investir et je vais lui proposer presque une analyse de l'avant-après du shoot, quoi. Donc oui, bien sûr, ça se facture à part, ce n'est pas intégré dans la prestation de prise de vue. Moi, en tout cas. Toi aussi, Laurence, c'est à peu près la même chose? Alors oui, ça m'est arrivé de mettre la DA en option, effectivement, quand on sent que le client a besoin de cette ressource supplémentaire qu'il n'a pas. Mais souvent, je me sens pas. En fait, moi, c'est pas quelque chose qui me fait énormément plaisir de réfléchir à des mood boards et tout ça. J'aime tellement
utiliser l'espace sur le moment, que je préfère qu'il y ait des choses déjà sur place, que l'idée soit là, et après tricoter quelque chose avec ça. Et c'est ce que disait Loïs à l'instant, c'est qu'on fait de toute façon de la DA quand on shoot, mais en amont, s'il y a vraiment tout à construire, je le fais plus parce que je prends moins de plaisir à faire ça qu'à shooter finalement. Ouais. Et dernière question aussi qui a obtenu beaucoup de votes. Est-ce que vous arrivez, donc je vais poser la question à Laurence pour commencer, est-ce que vous arrivez à changer, adapter votre style selon les besoins de marque? Alors, non. Non. Ben Non, non. dans le sens où, en fait, j'estime que si un client vient me chercher, c'est pour ma signature, pour mon univers, ou pour ce que je véhicule. Donc, bien sûr, c'est important de connaître l'esprit de la marque. Mais par exemple, c'est déjà arrivé qu'une marque me contacte en me disant j'aimerais beaucoup travailler avec vous, voilà, donc le brief semble matcher. Et au fur et à mesure de la conversation ou des échanges, le brief va se transformer et va aller très loin par rapport à mon ADN initial. Par exemple, si on me demande au final de faire du flash en studio, donc c'est là où je comprends que en fait le client il s'est trompé de prestataire. Donc globalement, j'estime aujourd'hui que quand on vient me chercher, c'est que ce que je produis peut résonner avec ce que la marque, avec avec les besoins de la marque. Oui, bah, plus ou moins pareil. Ouais. Ok, super. Je pense, allez, 59, on va prendre une dernière question. J'ai vu que quelqu'un vous demandait des conseils par rapport au choix d'objectifs. Est-ce que vous avez un peu un objectif de prédilection avec lequel vous shootez, ou quand vous allez en shoot, vous en emmenez plein et vous changez? Ou est-ce qu'il y en a un particulier que vous prenez à chaque fois? Question un peu technique. Loïs, Vas-y, Loïs. moi Loïs. Au début, je shootais que avec des focales fixes, très lumineuses. J'étais en kiff total. Et en fait, surtout avec les enfants, je me suis vite rendu compte de la galère monstrueuse, parce qu'il faut être hyper rapide. Et du coup, j'étais avec mon objectif. Attends, non. Et du coup, j'ai cherché des solutions en regardant comment travaillaient d'autres photographes. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un objectif qui était le the best. C'était le 24-70. Donc, j'ai un peu hésité à aller vers cet objectif parce que c'était avec du zoom. Donc, forcément, on perd un peu en luminosité. Mais ça doit faire 4 ans que je shoote uniquement avec cet objectif. Mais tout, mais genre tout. Je fais aussi de la photo culinaire, par exemple. Je shoote avec cet objectif. Je vais faire du portrait, je shoote avec cet objectif. Du paysage, vraiment, c'est génial. Et je vais uniquement avec cet appareil, avec cet objectif dans mes shoots. Ah, trop bien. Bon, très bon conseil. Et toi, Laurence, c'est pareil ou pas trop? Alors moi, je pense que j'ai une petite peur de manquer, donc je prends toujours une énorme valise avec toutes mes focales fixes. J'adore le 50. Mais globalement, au final, quand je shoot toujours avec la même chose. Il y a le 40 aussi que j'adore, qui prend vraiment pas de place, qui est un petit pancake. Mais je me suis mise aussi à force de... quand on voyage, on prend un tout petit objectif, donc genre le 40 et aussi le 24. Finalement, j'aime bien aussi avoir de l'espace dans la composition. Ouais. Donc ça change, mais le 50, c'est super pour le portrait. Mais c'est vrai que le 24-70, je m'y suis remise aussi. Enfin bon, de toute façon, ça change tout le temps en fonction un peu de ce que je shoot et de mes envies, quoi. Bon. Et si vous avez le temps pour une dernière question, une qui a obtenu un dernier conseil sur comment faites-vous pour que les clients vous démarchent, pour que les marques vous démarchent. Vous avez déjà parlé d'Instagram. Est-ce qu'il y a vous avez d'autres choses à partager là-dessus? Loïs?
pour Loïs. commencer? En fait, il faut... qu'est-ce que je pourrais dire? Faut pas hésiter à, par exemple, contacter des magazines. Faut vraiment, vraiment pas hésiter. En tout cas, pour moi, la communication, c'est vraiment l'investissement personnel. La com, ça coûte cher. Des marques, elles payent des fortunes. Donc, il faut se dire, on n'a pas d'argent pour se payer une agence de com et puis un PR et tout ça. Mais par contre, on a quand même des outils il faut le faire pour nous, quoi. Il faut se vendre. Donc, on démarche des magazines, des blogs, des sites internet. Quand on commence, moi, je me souviens, je contactais les marques et je leur proposais, voilà, en échange de quelques fringues pour mes enfants, je faisais une série de photos. Et alors, au début, c'était juste sur mon blog. Et après, je leur disais, si vous voulez, vous pouvez publier, vous pouvez utiliser quelques photos pour les mettre en avant sur votre site en bannière, par exemple. Enfin, il y a plein. Oui, au début, il faut donner de sa personne, mais les magazines, pareil, pas hésiter. Il faut savoir que le référencement sur Internet, sur plus de sites tu es mentionné, plus ils vont tomber sur toi, juste en tapant ton nom et ton prénom. Donc, il faut qu'on parle de toi tout le temps, faire des collabs avec des influenceurs. Est-ce que vous passez, il y a Léa demande si ça vous arrive de démarcher de passer par des boîtes de prod. Est-ce que toi, Laurence, par exemple, tu es déjà passée par une boîte de prod pour aller trouver un client ou pour bosser sur un shooting? Alors, non, mais c'est une bonne idée parce que j'y pense depuis que j'ai quitté Paris. Effectivement, c'est une bonne idée de faire ça, passer par les boîtes de prod. Après, il y a déjà des boîtes de prod, par exemple, qui m'ont contacté pour des shoots plus pub. Voilà. Et là, c'est vrai que tu gardes un lien avec la boîte de prod, qui a d'autres types de clients que les tiens à la base. Et ça, c'est une bonne idée. Ouais, carrément. Ok, trop chouette. Bon, il y a encore plein de questions, mais on a déjà dépassé l'heure. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là et on trouvera un moyen de répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Mais je pense qu'on ne va pas trop dépasser le temps. Et merci à toutes d'avoir participé, d'avoir posé plein de questions. Et surtout, merci Loïs et Laurence d'avoir partagé un peu tous vos parcours, vos expériences et tout. Ça fait plaisir d'avoir des infos comme ça. Merci à vous. Avec joie. Avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Il y a je ne sais pas si vous voyez dans le chat, mais il y a tout le monde qui vous dit merci pour le partage de tous ces tips. Et on trouvera un moyen de répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loïs et Laurence. Salut. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.